Moi, je voulais simplement peut-être ajouter, donc on est dans la troisième partie, à essayer d'énumérer les arguments par lesquels Rousseau fait de la famille un lieu qui prépare à la citoyenneté. Il y a ces textes, effectivement, Corse, où c'est peut-être une idée encore assez simple de la patrie, assez unifiée, et on peut peut-être mettre en contraste avec cela les textes de la Nouvelle-Héloïse et de l'Émile, où c'est une préparation à la citoyenneté dans des États où il n'y a plus vraiment de patrie, quoi. Donc il y a cette espèce de paradoxe-là. Et donc, je ne voulais pas en faire un traitement exhaustif, je voulais juste mentionner qu'il y a tout un... Comment dire il y aurait un autre filon à creuser, c'est en quoi Rousseau aurait influencé un thème qui a intéressé les féministes, notamment américaines, à savoir le rôle civique des femmes, même si elles ne sont pas citoyennes. Il y a eu toute une idée, fin 18e, 19e siècle aux États-Unis, des femmes comme citoyennes, comme citoyennes à la maison, qui préparaient les futurs citoyens. Et donc, en fait, on trouve ça déjà dans l'Émile et dans la Nouvelle-Héloïse. Et je voulais simplement mentionner le fait qu'il y a toute une série d'auteurs féministes qui se demandent si oui ou non Rousseau est féministe. Et les arguments contre consistent à dire qu'il n'a pas laissé de place du tout à la femme dans la famille. Et les arguments pour, ceux qui pourraient réhabiliter un tout petit peu Rousseau, consistent à dire que si il a donné aux femmes un rôle d'éducation très important. Alors par exemple, de la bonne constitution des mères dépend d'abord celle des enfants, du soin des femmes dépend la première éducation des hommes, des femmes dépendent encore leurs mœurs, leurs passions, leur goût, leur plaisir, leur bonheur même. Ainsi, toute l'éducation des femmes doit être relative aux hommes. Alors selon le sens dans lequel on tire ce rôle complémentaire des femmes, on va insister soit sur le machisme, soit sur le féminisme de Rousseau, mais en tout cas le thème est là, quoi, le thème du rôle particulier des femmes dans la famille. Voilà. Alors, une autre chose peut-être qui nous ramène à la propriété et à la définition de la famille, puisqu'on s'est beaucoup demandé si la famille c'était un lieu de transmission de la propriété, un lieu d'attachement ou encore autre chose. Les enfants de Julie ont une éducation qui reçoit un sens politique dès leur plus jeune âge, puisque, comme dans l'Émile, leur mère cherche à écarter d'eux l'idée d'empire et de servitude, à les tenir libres et heureux. Mais il y a aussi quelque chose qui apparaît dans ce texte qui apparaît pas dans l'Émile, puisqu'Émile est un aristocrate sans parents, quoi, en gros. C'est que l'importance de la médiocrité des situations est soulignée, et seules les familles qui unissent des personnes et non pas des biens sont capables d'éduquer leurs membres à la liberté et à l'égalité. En gros, ce sont les familles médiocres, médiocres au bon sens du terme, qui sont capables de faire des citoyens. Et ce thème, en fait, on le retrouvera chez Tocqueville, dans La démocratie en Amérique, sur le fait que quand les enjeux de patrimoine et de propriété s'estompent un peu, peuvent surgir les questions d'affection. Voilà, donc les liens entre famille et république sont multiples et semblent assez naturels pour les philosophes politiques classiques, alors qu'ils ne le sont plus tellement pour nous. Et je répète que si aujourd'hui le discours de la liberté et du désir a remplacé celui de la charge, de la tâche, du destin de la procréation et de la mortalité infantile, effectivement, du coup, les solutions à des situations très différentes forcément diffèrent, mais les arguments qui me semblent peut-être les plus analogues à ceux qu'on a rencontrés chez ces auteurs, même s'ils ne se présentent pas, je ne crois pas qu'ils se présentent comme républicains, mais en fait, ce ne sont pas les arguments sur la religion et la famille, ni sur la famille et l'autorité, mais en fait, je me suis dit que c'était plutôt les arguments qu'on trouve chez Hawking ou Tronto, qui revendique l'idée de faire de la charge de procréer et d'éduquer les enfants une tâche qu'on doit concevoir globalement et collectivement, et dont la charge devrait reposer plus équitablement sur chacun. Voilà. Donc en cela, il y a quelque chose d'un questionnement de type républicain, puisqu'on articule droit et devoir et charge équitable, répartition équitable d'une charge collective. Voilà.